Du coup, je voulais faire un petit retour sur le dernier film Mission Impossible, parce que c'est quand même une franchise aussi que j'aime beaucoup. Surtout le premier et le numéro 4, qui restent pour moi de loin les deux meilleurs. Dernier volet de la franchise, séparé en deux parties, que c'était nécessaire. Alors, il y a un scénario, il y a une très bonne vidéo de Capture Mag qui explique pourquoi c'est sans doute le meilleur scénario depuis le numéro 1, ou le 5 encore ça allait. Oui, vu que ça c'est le numéro 7, je dis pas de bêtises. Donc, qui était Rogue Nation. Donc celui-là, ça va, il y avait un bon scénario. Mais en tout cas, là, ils ont fait un effort de ce côté-là. Et déjà, c'est louable parce qu'on a quand même eu des missions impossibles où le scénario était vraiment pas très important. Je pense que le summum là-dedans, c'était sûrement le dernier épisode Fallout, qui avait certes des moments d'action très impressionnants. En plus dans la ville de Paris, mais qui ne brillait pas par son scénario. Là, on a quand même tout un aspect, donc je vais commencer par discuter de ce point-là, tout un aspect centré sur les nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle. Surtout, il faut savoir que le film a été tourné avant que ChatGPT et OpenAI prennent autant d'importance. D'ailleurs, c'est aussi le cas pour les générateurs d'images comme Midjourney et tout. Donc, il est quand même assez en avance sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, on peut quand même constater que c'est le seul film, pour l'instant, à en parler directement. Donc, bien, bon point là-dessus, déjà. Et c'est particulièrement le cas, peut-être même plus que pour un James Bond, c'est particulièrement pertinent parce que ça permet de modifier certaines séquences assez cultes que l'on connaît des épisodes. Par exemple, on sait que souvent Ethan Hunt, qui est donc interprété par Tom Cruise, est en relation avec les autres membres de l'équipe avec une oreillette à distance. Or, là, l'intelligence artificielle, elle profite de ses capacités, c'est-à-dire de pouvoir utiliser les réseaux du monde entier pour brouiller les connexions et utiliser la voix de Simon Pegg et de lui donner des fausses informations, de mal le guider dans la ville. Ce qui d'ailleurs va entraîner la mort, j'ai oublié son nom. J'ai le casting sous la main, donc ça va être très pratique. Distribution, Sarah Faust, qui est donc cette jeune fille, qu'on ne voit pas totalement, voilà, là on la voit mieux, qui est donc cette jeune fille. Donc il y a un impact direct au fait que l'intelligence artificielle, elle puisse utiliser cette capacité. Donc ça, c'était très cool. Il y a la même chose dans la séquence de l'aéroport que personnellement, donc je pense qu'on peut diviser le film en, je dirais, 4 grosses séquences. La première qui se situe donc dans un aéroport, la deuxième qui se situe dans les rues de Rome, la troisième à Venise, près du Palais des Doges et sur les canaux, et la quatrième, donc je dirais finale, avec le train, donc dans les Alpes autrichiennes. Dans la première séquence de l'aéroport, c'est plus propre à un film d'espionnage qu'à un film d'action, parce qu'il y a toute une filature qui va se faire entre les agents de la CIA, donc des États-Unis d'Amérique, entre un envoyé de cette entité, cette intelligence artificielle, et le groupe d'Ethan Hunt, et je crois que c'est tout. Et c'est vrai que j'ai pas mentionné le début du film qui se situe donc dans un sous-marin, et on apprend un petit peu où est située cette intelligence artificielle et pourquoi elle a pris le contrôle. Voilà, ça ressemble un petit peu à Octobre Rouge, et honnêtement un peu moins bien. Capture Mag l'a dit aussi là-dessus, je suis assez d'accord avec eux. Donc, dans l'aéroport, vous savez maintenant qu'il y a tout un tas de caméras, de systèmes qui permettent de lutter contre l'antiterrorisme. Et pareil, ils utilisent ce fait pour cacher en fait quelqu'un au système de sécurité, pour le rendre complètement invisible, qui est notamment ce monsieur qui sera un peu l'antagoniste et pas la poupée de l'intelligence artificielle, mais c'est son envoyé en fait, c'est un peu son bras humain, si on peut dire. Donc cette séquence n'est pas forcément impressionnante de par ses cascades, parce qu'il y en a presque pas, c'est plus une petite course-poursuite à pied dans un aéroport. Je sais que c'est très difficile de tourner dans ces endroits-là. Donc c'est peut-être aussi pour cette raison qu'on n'a pas de séquence très impressionnante à l'intérieur. Une autre chose qui est assez intéressante, c'est l'utilisation qu'elle fait de l'équipe, c'est-à-dire qu'elle va aussi manipuler Simon, celui qui est interprété par Simon Pegg, je sais plus comment Benji, parce qu'elle va lui faire en fait désamorcer ce qui ressemble à une tête nucléaire, alors qu'en fait il y a juste rien à l'intérieur, et elle va un peu s'amuser avec lui en lui donnant des énigmes, en jouant sur sa personnalité, en montrant qu'elle le connaît. C'est pas mal, ça fonctionne. Après c'est aussi un enjeu crédible, je veux dire, dans le film, parce que c'est sûr que toutes les gouvernements du monde rêveraient de mettre la main sur une intelligence artificielle de ce type
pour la contrôler. Donc ça rend plausible le fait que beaucoup de factions différentes essayent de mettre la main dessus. Donc ça, c'est plutôt bien réussi au niveau du scénario. Et une autre chose aussi qui est pas mal, c'est que du coup, vu qu'Ethan Hunt ne roule pour aucun gouvernement, il peut être compréhensible que l'intelligence artificielle en ait peur. Parce qu'elle n'a pas vraiment de moyens de pression sur lui, parce qu'en plus il n'a pas vraiment de famille ou quoi, à part donc peut-être son équipe. Ça c'est la course-poursuite à Venise, donc on s'en fout, les coulisses de la scène du train, c'est pas ça que je vais vous montrer. Je sais pas si on a vraiment les séquences... Après ouais, j'ai mis en français, donc c'est peut-être pour ça, si je mets airport. Juste pour imager un petit peu ce que je dis à chaque fois. Non, je suis pas sûr qu'on ait quoi que ce soit. Bon, bah désolé. Désolé. Je regarde juste, voilà, le chat, ils disent rien, c'est bien. Peut-être calme. Donc quoi d'autre? Par contre, peut-être que je peux avoir des images. Ouais, ça je pense quand même. Airport. Ouais, bon, pas grand-chose, mais donc... Bon, en plus, voilà, au niveau de l'éclairage, c'est pas la scène la plus intéressante parce que, bah, forcément, c'est un lieu public, donc, bah, c'est très éclairé, il n'y a pas beaucoup de clair-obscur, les lumières sont pas très intéressantes, hein. C'est soit du naturel, soit bon, bah, des spots du plafond qui éclairent les magasins ou du duty free. Donc c'est pas ouf. Par contre, ensuite, on a cette séquence de course-poursuite qui est là, je pense que là, on va pouvoir avoir Ace à Rome, qui là, par contre, là, c'est une masterclass. Honnêtement, c'est peut-être une des meilleures poursuites en voiture que j'ai vues depuis bien longtemps, peut-être depuis le Mad Max Fury Road. Et je dirais qu'elle se découpe en deux parties et que la seconde est vraiment meilleure parce que dans la première, il utilise une voiture entre guillemets normale, c'est-à-dire c'est une BMW d'ailleurs de mémoire. Donc bon, ça reste bien filmé et tout, on sent que les différentes cascades ont été proprement réalisées, mais elle prend un tournant quand en fait il récupère une autre voiture qui du coup est là beaucoup plus petite, c'est une petite Fiat 500, et comparé au Hummer qui est utilisé par Paris, qui est donc une des personnes qui poursuivent Ethan Hunt, là c'est génial, parce que du coup, ça les met vraiment en difficulté, ça montre aussi la différence de caractère entre Ethan Hunt et entre Paris, qui elle s'en fout un petit peu de faire des dégâts autour d'elle, alors que lui, quand même pour un héros d'action, il essaye de limiter la casse, de pas tuer les gens, donc il a une certaine éthique, ce qui n'est pas du tout le cas de Paris. Et en plus, ils arrivent à faire plusieurs gags avec la Fiat 500 qui honnêtement sont franchement assez drôles parce qu'ils sont donc attachés tous les deux au volant et des fois ils échangent de place, donc c'est à elle de conduire et forcément elle n'y arrive pas aussi bien que lui, donc voilà, il y a plusieurs choses qui sont assez drôles. Enfin ça, elle est très impressionnante, je la trouve vraiment réussite de bout en bout. Donc gros plus. Ensuite, on arrive à Venise. Venise, franchement, là, j'ai envie de dire, c'est un peu recopié sur John Wick. Il y a vraiment... En fait, c'est au niveau de l'imagerie que je dis ça, parce que donc il y a une fête qui se déroule au Palais des Doges, qui est donc forcément un des bâtiments les plus connus de Venise. Et de par son imagerie, parce qu'on mêle un petit peu musique électronique avec néon, des couleurs assez vives comme le magenta, le bleu. Disons que je pense que là ils ont vu John Wick et qu'ils se sont un peu inspirés, c'est quasiment obligatoire parce que ça me fait vraiment penser au Castlevania ou à certaines scènes que l'on a dans le 2, dans le 3 et même dans le dernier où ils utilisent voilà, cette esthétique. Les scènes de combat sont plutôt très joli flair, d'ailleurs vous avez vu là ça c'est beau, vous voyez ça, tac, on va le revoir, ouais ça c'est joli ça, les flares, voilà, les flares, du coup il y a des néons, il y a des lumières vives, hard light et tout, les bougies, ouais, ça c'est du John Wick, et c'est joli, ça pour la rétine c'est pas mal. Il y a aussi toute une séance de combat qui se déroule, donc une fois qu'il a été mal guidé par l'intelligence artificielle, qui se déroule voilà, dans une ruelle très étroite, et pour le coup, alors bon c'est peut-être pas la meilleure chorégraphie que j'ai vue de ma vie, mais elle est assez brutale et je trouve qu'elle fonctionne pas mal parce que du coup Ethan Hunt il est coincé entre deux ennemis et il les combat chacun leur tour. C'est franchement, je trouvais que ça avait fonctionné. Au même moment, on a un duel sur un pont vénitien entre du coup l'envoyé de l'intelligence artificielle et Isla, comment elle s'appelle déjà, Isla Faust et du coup Grace. Et pour le coup, bon voilà, celle-ci elle fonctionne peut-être un peu moins bien, ils se battent tout aussi bien, mais le lieu il est peut-être
on y croit un petit peu moins, parce que du coup les rues sont complètement vides et tout. Bon, est-ce que Venise est vide? Non, clairement pas. Alors à cette époque il y avait le Covid, donc oui, mais sinon non. Ouais, donc... Et par contre c'est important dans l'histoire parce que Est-ce que je spoil? Oui, je spoil. Parce que Isla Faust ne s'en remet pas et du coup c'est quand même une perte pour Ethan Hunt. Leur relation est bien soulignée, elle est assez chaste, dans le sens où il n'y a pas forcément de baiser ou quoi, mais on sent qu'ils partagent vraiment quelque chose qui s'apprécie. Et donc elle fonctionne mieux que celle avec Grace qui je trouve est vraiment très factice. Où on s'attache, on sent... Enfin, je vois pas pourquoi il y a un certain attachement en fait entre les deux. Même si, ok, il la recrute au final parce qu'elle peut être intéressante de par ses attributs de voleuse, elle a certaines qualités qui peuvent être utiles pour l'équipe. Mais honnêtement, bon voilà, les deux, ça fonctionne pas plus que ça. Donc une fois qu'elle prend en fait la place d'Ilsa dans l'équipe, ils mettent au point un plan pour récupérer donc la clé qui permet d'ouvrir le sas où est contenue l'intelligence artificielle. Et pour ça, Grace, elle prend la place de la veuve blanche, qui je ne sais pas comment elle s'appelle en la veuve de White Widow. Ouais, bon, c'est traduit littéralement par la veuve blanche, donc White Widow. Voilà, qui est très bien interprété hein, aussi. C'est un personnage assez cool. D'ailleurs, le personnage de Paris, qui elle est aussi fait partie du camp de l'intelligence artificielle avec comment il s'appelle l'autre. Gabrielle. Elle joue super bien cette actrice, je l'aime bien, très dynamique dans les scènes de combat. À chaque fois, elle rigole quand elle détruit tout et je sais pas, ça fonctionne. J'aimais bien. À un moment, c'est peut-être abusé à Rome parce que plusieurs fois, elle percute donc les scooters, elle rentre dans des voitures et à chaque fois, elle rigole et un peu à la Christophe Lambert, je trouve. Et je sais pas, ça m'a fait rire. Même s'il accentue un peu trop ce trait parce que elle le fait 30 fois quoi. Donc au bout d'un moment, elle fait abuse pas, tu fais pas que rigoler quand tu rentres dans des choses. Ce serait un petit peu abusé. Et en plus, Ethan Hunt va l'épargner à Venise et c'est un petit setup payoff pour la fin parce qu'elle va lui rendre l'appareil, mais on y reviendra plus tard. Et du coup, Grace prend l'apparence de cette dame qui est très influente, très puissante, qui contrôle beaucoup de choses dans le sous-marin au niveau politique et économique. Elle est à la tête d'une famille très puissante. Et c'est elle qui va en fait échanger la clé contre justement une importante somme d'argent au gouvernement américain. En plus, Grace, c'est assez intéressant parce que ça donne un dilemme au personnage parce qu'elle peut négocier sa propre immunité contre la clé, parce que les États-Unis ils ont aucun problème avec ça, hein, voilà. Mais au final, elle va quand même avoir une certaine loyauté avec l'équipe Mission Impossible. Elle décide de rester avec eux plutôt que de leur faire défaut. Et du coup, on en arrive à la dernière séquence du film qui est bien évidemment vendue à travers les bandes annonces. C'est celle donc du train à travers les Alpes autrichiennes. Et on a ce fameux saut en moto, donc qui est assez impressionnant, hein, c'est vrai, parce que le Gabriel va faire en sorte que le train aille plus vite que prévu et du coup Ethan Hunt il le manque au point de rendez-vous et du coup il est obligé de trouver une autre solution pour le faire et vu qu'il a un parachute sur lui et une wingsuit, bah il va utiliser un espèce de donc ça c'est le making of, mais dans le film c'est un ponton rocheux au sommet des Alpes et ensuite il va pouvoir littéralement défoncer une des fenêtres du train, ce qui est d'ailleurs un moment assez drôle, un petit Deus Ex Machina mais qui fonctionne bien parce qu'on voit à quel point les personnages ils galèrent et on leur laisse cette petite faveur du hasard. Mais c'est vrai que donc apparemment il a fait 6000 tentatives, enfin 6000 exercices de saut au préalable pour réussir ensuite cette cascade qui reste quand même vraiment très impressionnante. Et il l'a effectué plusieurs fois dans la même journée. Et franchement c'est vrai que ça rend très très bien à l'écran. Donc il a fait plusieurs fois du saut avec parachute et tout. C'est presque dommage en fait que les CGI viennent la gâcher en partie parce que bien sûr, la rampe, on est obligé de la camoufler ou les alentours, ils sont un petit peu transformés. Et ça, on le sent. Et du coup, quand on le regarde, on met en doute la véritable cascade alors que le gars, bah, il l'a fait. Et bah voilà, bon, bah, il faut quand même le faire. Voilà, faire un saut comme ça dans le vide, honnêtement, ça reste très, très, très impressionnant. Et il l'a fait plusieurs fois. Bon, bah voilà, vous connaissez Tom Cruise, il aime bien faire ses cascades. Bon, il les fait pas toutes, mais il en fait pas mal, c'est déjà bien. Donc ça, c'était super cool. S'ensuit une course-poursuite dans le train qui fonctionne plutôt bien. Sur le train aussi, qui fonctionne peut-être un peu moins bien. Là, on sent des fois un peu les effets spéciaux. C'est pas dramatique, hein. Et à la fin, donc ils ont vraiment fait exploser une locomotive aussi. C'est super impressionnant. Ça, j'ai trouvé ça super cool. Part 1, train crash. Ça, c'est vraiment super cool aussi à voir.
Bon, peut-être que là, ouais, ils vont le montrer, je pense. Mais quand tu vois cette loco qui arrive vraiment et qui tombe dans une falaise et qui explose, bah, tu te dis, ok, ouais, c'est impressionnant. Et ouais, ils vont le montrer, je pense. J'espère. Ouais. Bon, là, ok, là, je pense qu'ils font l'animatix. Ah non, voilà, ils le montrent. Voilà, ouais. Ouais, ça, ils l'ont fait quand même. Qui fait ça? Bon, alors c'est maîtrisé et tout, j'imagine qu'il y a eu des maîtres d'œuvre qui ont fait tout pour que ça se passe bien, mais bah c'est impressionnant quoi. C'est limite plus impressionnant que dans le film de le voir en vrai. Et bon, bah ça, à l'écran, ça, voilà, on en a pour notre argent littéralement. Et du coup, si le wagon, donc le premier wagon, il s'effondre comme ça, ce n'est pas le cas pour le reste du train qui échoue un petit peu au bord du précipice et qui, wagon après wagon, va en fait tomber dans le vide. Et du coup, Ethan Hunt et Grace, ils sont prisonniers d'un des wagons et ils essayent de remonter au fur et à mesure. Et c'est très 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 ludique parce qu'ils passent d'abord par une cuisine, enfin par plusieurs wagons. D'abord c'est un wagon un petit peu lambda, ensuite par une cuisine, ensuite par une salle où il y a un piano. Et là, ils jouent beaucoup sur la verticalité, sur le fait que du coup la gravité s'inverse et que c'est très difficile de remonter des allées qui sont prévues pour être marchées, ou dans lesquelles on évolue normalement. Et franchement, c'est impressionnant, ça fonctionne très bien. Puis j'ai pas vu ça, je crois, dans d'autres films. Donc ils arrivent à repousser un petit peu les limites du cinéma d'action et c'est cool, c'est ludique, on en prend plein la vue. C'est ce qu'on veut en fait dans un Mission Impossible aussi. Hein. Voilà. Au niveau du jeu des acteurs, bon bah franchement, ça joue plutôt bien. Moi, je trouve que tous les acteurs ont bien leur rôle. Bah, Grace, elle essaye, mais c'est peut-être celle qui a le moins à me proposer dans le film. Bon, franchement, Tom Cruise, bah, il accuse pas son âge, hein, il joue encore. Enfin, c'est pas son jeu physique est encore vraiment très bon. Et voilà, il court plusieurs fois. Et on sait il sait qu'on aime bien le voir courir. Et franchement, oui. Donc après, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus dans la prochaine partie, parce que là, ça commence à être vraiment difficile. Et c'est vrai que comparé à Fallout, je le trouve peut-être un poil moins impressionnant, mais ça reste un très bon blockbuster. Et si vous aimez les autres volets de la saga, je vois pas pourquoi vous ne passerez pas un bon moment avec celui-là. Donc ok, on a encore Christopher McQuarrie aux commandes, et c'est vrai que c'est dommage parce que c'était bien d'avoir des réalisateurs différents qui apportaient leurs pattes et des choses qui leur est propre, des choses qui leur sont propres. Et notamment, bah voilà, j'ai toujours Brad Bird dans le cœur parce que Ghost Protocol, c'était quand même vraiment de la balle. Hein. Moi, ça reste celui que je préfère. Il était vraiment incroyable. Et bah Brad Bird aux commandes, ça se sentait il y avait des trucs époustouflants dedans. Même si Christopher McQuarrie, il fait pas un mauvais travail, mais peut-être que c'est un réalisateur qui est pas aussi virtuose que Brad Bird. Mais bon, après là, en pinaille. Est-ce que ça vaut 2h40, bon, ça passe, hein. Le film, il passe sans trop de problèmes, et après, il y a peut-être quelques séquences qui auraient pu être raccourcies. Parce qu'à chaque fois, ils font quand même des films très très longs et plus que les durées conventionnelles. Et je sais pas si à chaque fois c'est vraiment justifié. Mais en tout cas, voilà, si on n'est pas au niveau du 4 ou du 1, on n'est pas loin et on est dans une très bonne continuité. Donc voilà. Si vous savez pas quoi faire, bon après il y a beaucoup de films qui sortent cet été, mais ça reste du bon cinéma. Donc moi je vous conseille d'y aller si vous pouvez. Ça m'a aussi permis de voir au cinéma le trailer de Killer of the Flower Moon, qui sera le prochain film de Scorsese. Et bah ça va être un banger hein, aussi. Ça va être vraiment très très bien. Donc là aussi, allez le voir en cinéma. C'est peut-être son dernier film. Ne manquez pas ça. Vraiment, ne manquez pas ça. Après voilà, escalader la plus haute tour du monde pendant une tempête de sable, ça c'était quand même vraiment une dinguerie. Bah, c'était des malades. Bref. Mission Impossible, ça reste cool. Donc on valide. Et je pense que c'est un peu tout pour ce petit live qui sortira aussi en vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao les gars. Bisous bisous.